Bonsoir à la deuxième édition des Rencontres berlinoises, une série de dialogues tenus à l'ambassade suisse en coproduction avec le Sénat de Berlin et le théâtre Sophienseele. Le sujet de cette deuxième soirée, aujourd'hui le 25 janvier 2014, c'est Djihad, martyrs et terreur. On discutera aujourd'hui ici avec trois des plus grands experts des questions liées à l'actualité et à l'histoire récente et lointaine du djihad, de la soi-disant guerre sainte. Et bien sûr, aussi du concept du djihad, soit juridique, politique ou épistémologique. Et j'ai le grand plaisir de les présenter. Vis-à-vis de moi, Maître Christophe Marchand. Christophe Marchand est un avocat belge. Il est un des experts les plus renommés pour les questions juridiques autour des législations antiterroristes en Europe. Il défendait les premiers djihadistes européens qui combattaient en Afghanistan et par après, il s'occupait du dossier de Muriel de Gauck, la première femme européenne qui commettait un attentat suicide en Irak. Actuellement, il défend un Espagnol suspect d'avoir recruté, étant membre de Al-Qaïda, des jeunes Espagnols et Marocains pour le combat en Syrie, mais également des jeunes Belges poursuivis en Belgique pour avoir rejoint le djihad en Syrie. Bonsoir, Monsieur Marchand. Bonsoir. À ma gauche, Gilles Kepel. Gilles Kepel est professeur à l'Institut d'études politiques de Paris et spécialiste du monde arabe et l'islam politique en Europe. Dans ses livres Djihad en 2002 et Fitna en 2004, qui ont marqué les discussions scientifiques autour des termes islamisme et terrorisme, il interprète la radicalisation de l'islam politique dans les pays arabes et en Europe comme un symptôme de contradiction d'une idéologie en déclin et d'une guerre civile au cœur de l'islam. Il a réagi aux révolutions arabes avec un journal de voyage sous le titre « Passion arabe » en 2013, dans lequel il éclaircit d'une façon surprenante les questions autour de l'essor des partis islamistes après les chutes des régimes autoritaires, les enjeux géostratégiques et politiques dans la région et les conflits entre sunnites et chiites au Moyen-Orient. Merci, M. Kepel, d'être venu à Berlin. À ma droite, finalement, Diab Abu Jaja. Diab Abu Jaja est un activiste politique, écrivain et journaliste. Comme leader de l'AEL, Arab European League, d'un mouvement pan-arabique pour les droits des citoyens, il a été en Belgique pendant des années le modèle pour toute une génération de jeunes immigrants musulmans qui se battent contre l'inégalité des allochtones, c'est-à-dire des immigrants. En 2006, il rentre au Liban pour défendre son pays contre l'armée israélienne. Depuis fin 2013, il vit de nouveau en Belgique et est en train de refonder un mouvement qui se bat pour les droits des immigrés. Selon le journal Knack, il est une des 4 personnes allochtones en Belgique avec le plus d'influence politique, avec, entre autres, le Premier ministre de la Belgique. Bonsoir, Monsieur Abu Jaja. Bonsoir. Commençons avec l'actualité du concept du djihad. Ce matin, j'ai ouvert les journaux et j'ai lu aujourd'hui, quand nous sommes assis ici dans l'ambassade suisse, pour parler de djihad, c'est la première fois que dans l'ONU à Genève se rencontrent les partis opposés de la guerre civile en Syrie dans la même pièce. Cette guerre qui a, comme dans d'autres pays arabes, commencé comme révolte, disons démocratique quand même, et qui a conduit à une guerre civile fortement religieuse. Et la naissance de différents milices dites proches d'Al-Qaïda, comme par exemple la ISIS, l'État islamique en Irak et au Levant, qui se comprennent djihadistes. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a parmi ces djihadistes aussi beaucoup de jeunes gens d'Europe, de jeunes gens de la Belgique par exemple, qui partent en Syrie pour combattre le régime d'Assad. Des centaines, je crois que vous connaissez le chiffre mieux que moi, M. Kepel, et vous aussi, de centaines de la Belgique et de la France, et plus que 240 Allemands qui se battent momentanément en Syrie, comme le Spiegel a reporté récemment. Monsieur Kepel, ma première question, pour quel but en fait et contre qui vont ces jeunes, dans la plupart des cas sans racines syriennes, souvent de la deuxième ou même de la troisième génération, même des convertis, pour quel but vont-ils en Syrie pour se battre et contre qui? Il y a toutes sortes de raisons. On peut penser
à des engagements de jeunes ou d'adolescents, puisque on a eu en France encore il y a une quinzaine de jours des jeunes de 15 ans qui ont quitté le lycée pour partir secrètement en Syrie à l'insu de leurs parents. On peut penser à d'autres engagements qui n'étaient pas liés à la question religieuse ou à la question islamique dans le passé, de jeunes qui, par idéalisme, se projettent dans un combat contre un ennemi qu'on leur a décrit comme l'ennemi de l'humanité. Et cela, du reste, est favorisé par une sorte d'ambiguïté, puisque les gouvernements européens, en grande partie, le gouvernement de mon pays, la France par exemple, a mis au banc de l'humanité le régime de Bachar el-Assad. Donc, d'une certaine manière, a priori, il n'y aurait pas de contradiction entre le départ de ces jeunes vers la Syrie et la position des gouvernements. Ce qui rend d'autant plus, a priori, surprenante le fait que quand ces jeunes rentrent, en tout cas en France, mais dans d'autres pays aussi, je crois, ils sont très rapidement arrêtés par les autorités parce qu'ils sont soupçonnés, non pas parce qu'ils sont allés se battre, mais parce qu'ils sont soupçonnés d'utiliser ou de pouvoir utiliser leur expérience djihadiste sur place pour fomenter des attentats dans les sociétés européennes. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cet élément? Donc, le phénomène est en train de s'accélérer très rapidement. Autrefois, les filières qui envoyaient des jeunes européens, que ce soit des Européens convertis à l'islam ou des enfants d'immigrés en phase de réislamisation, vers les champs de bataille d'Irak, d'Afghanistan ou autres, passaient généralement par des filières de recrutement assez bien identifiées. Il y avait un certain nombre de mosquées salafistes radicales qui, après un lavage de cerveau ou autre, envoyaient des jeunes pour se battre. Il y avait des réseaux à Paris, ce qu'on a appelé le gang des Buttes-Chaumont, qui est dans un quartier du nord de Paris, un quartier populaire, etc. Et c'était aussi le cas, je crois, de Muriel de Gauque, enfin, la boulangère de Charleroi, dont M. Marchand nous parlera sans doute tout à l'heure. Aujourd'hui, ce phénomène existe toujours, il y a des systèmes, des réseaux, mais surtout, il y a une espèce d'auto-radicalisation, comme le disent les policiers, par le biais de l'Internet, de Facebook, de Twitter. Et tout d'un coup, cette cause d'exaltation, cette émulation, fait qu'on va avoir ces départs, d'autant plus que aller en Syrie, c'est très facile. Ça prend 24 heures. Voilà, quand on a un passeport européen, on entre en Turquie sans visa, on prend un charter pour Istanbul, les vols ne sont pas chers du tout. On peut prendre, si on a un peu d'argent, une correspondance pour Antioche, Antakya. Si on connaît quelqu'un là-bas, qu'on connaît généralement, parce qu'on est en lien, on passe la frontière et à la limite, enfin, comme vu de l'esprit, il peut se passer 24 heures entre le moment où vous vous réveillez avec envie de combattre pour le djihad et le moment où vous tuez votre premier hérétique ou ennemi. Dans la réalité, c'est plus compliqué parce que ça passe par l'entraînement et le système de filtres, etc. Antakya, aujourd'hui, est un nid d'espions puisque tous les services occidentaux ont des gens qui sont là en train d'identifier ceux qui viennent. Mais on est dans une situation qui a complètement changé. Il faut bien voir aussi qu'on est en plein dans les révolutions arabes qui ont déstabilisé tous les systèmes de pouvoir au Moyen-Orient, qui ont déstabilisé les relations entre les services de police occidentaux et leurs équivalents arabes. Il n'y a plus de service syrien avec qui les Français ou les Belges ou les Allemands pourraient collaborer là-dessus, même si de nouveau maintenant la hantise du djihad est en train de changer l'image de la Syrie. Il y a encore un an, Bachar el-Assad apparaissait comme un ennemi de l'humanité en Europe. Voilà, il était mort, on annonçait son exécution ou sa disparition le lendemain. Aujourd'hui, Bachar el-Assad apparaît dans un certain nombre de cercles comme, certes, un salaud, mais toujours mieux que les djihadistes qui risquent de revenir et de mettre des bombes en Europe. Je crois que ça c'est un point important en fait pour vous aussi, parce que vous défendez depuis la guerre d'Afghanistan et puis l'Irak, et maintenant les jeunes Belges qui partent en Syrie, en fait, s'ils sont vus même comme le plus grand danger que Assad, alors ils sont vus
comme quoi et comment est-il possible de les défendre, en fait? Oui, moi je pense que c'est ça, oui. Les jeunes qui partent, ou les moins jeunes, il y a aussi des gens plus âgés qui sont partis, on n'a pas besoin d'être jeune pour partir, et qui reviennent, sont vus comme un danger potentiel, et que donc il y a une loi pénale qui s'exerce contre eux, ils sont arrêtés, placés en détention préventive pendant un certain temps, puis condamnés éventuellement comme membres d'un groupe terroriste. Et la loi, justement, à cet égard-là, a beaucoup évolué, et je pense qu'il faut vraiment faire une différence entre l'avant le 11 septembre 2001 et l'après 11 septembre 2001, puisque avant le 11 septembre 2001, en tout cas dans beaucoup d'États européens, il n'y avait pas spécialement de législation terroriste qui existait. On avait la France, l'Espagne, ça. Mais en Belgique, par exemple, on n'avait pas de législation antiterroriste. Et à ce moment-là, il y avait des législations particulières qui traitaient de cette question de personnes qui vont s'engager dans des pays étrangers pour combattre. Et en Belgique, on avait une loi qui datait de la guerre d'Espagne, juste après cette période de guerre civile, qui interdisait pénalement de recruter sur le territoire belge des personnes pour aller se battre dans un autre État. Mais pas de s'engager soi-même. Donc il y avait toutes des discussions en disant on va respecter cet idéal, c'est un idéal personnel que des gens ont, et donc on va laisser cet idéal sans l'interdire, sauf si le gouvernement décide que dans tel conflit, alors on ne peut pas s'engager, il doit prendre pour ça un décret particulier en disant vous ne pouvez pas aller vous battre par exemple en Syrie, ou vous ne pouvez pas vous battre par exemple en Colombie avec les FARC, mais s'il n'y a pas de décret qui était pris, ça restait neutre, j'ai envie de dire, politiquement. Mais il n'y a pas une loi antiterroriste qui dit que tu ne peux pas te battre dans une armée étrangère. Non, c'est ça. Dans une guerre étrangère. Voilà. Ça, c'était avant 2001. Et puis, après 2001, alors la loi a changé. Et le mot terrorisme est devenu beaucoup plus large. Et donc, maintenant, le simple fait d'aller combattre en Syrie, en Afghanistan, en Somalie, est pénalement répréhensible comme membre d'un groupe terroriste, c'est-à-dire que le tribunal va dire voilà, cette personne, elle a rejoint Al-Shabaab, par exemple, en Somalie, c'est un groupe terroriste, donc lui-même est un membre de ce groupe et on le condamne. Même chose pour Al-Qaïda en Afghanistan ou en Irak. Maintenant, en Syrie, je ne sais pas comment les tribunaux vont résoudre cette question, parce que, comme disait le professeur Keppel, il y a une ambivalence. Un jour, c'est des terroristes, le lendemain, c'est des combattants de la liberté. Donc, je ne sais pas comment les tribunaux vont résoudre cette question-là. Comme c'était, si je puis mettre, en Afghanistan, vous vous souvenez que quand il y a eu le djihad en Afghanistan dans les années 1980, qui était financé par la CIA et par l'Arabie saoudite contre l'Union soviétique, les barbus, avec des barbes jusque-là, qui luttaient contre les soviétiques, étaient qualifiés de freedom fighters. C'était les combattants de la liberté. Mendo Rambo, absolument. C'est un personnage extrêmement positif. Tout à fait positif. Et ça a changé totalement après 2000. Overnight, en 1989, après la chute, ils deviennent tout d'un coup des terroristes. Et ça, Brzezinski le dit à ce moment-là, dans ses mémoires, il explique, de toute façon, à partir du moment où on cesse de les payer, ils cessent d'exister. Simplement, il y a le retour de manivelle un peu plus tard, le 11 septembre 2001, de ce phénomène. Et on est avec la Syrie, on est dans l'Afghanistan d'une certaine manière, mais on est aussi après le 11 septembre. Mais certains vont vous dire qu'on est aussi dans la guerre d'Espagne. Certains, qui je crois parlent un peu rapidement en France, disent la Syrie est notre guerre d'Espagne. Ce qui évidemment pose aujourd'hui des problèmes. Les mêmes lois s'appliquent quelquefois. En fait, j'ai une question. On a parlé de 9/11 en fait, et vous avez fondé la Ligue arabe européenne en fait peu de temps après 9/11, je crois peut-être une année, ou alors peu de temps après. Et en fait, qu'est-ce que ces attentats ont changé, je veux dire, dans la communauté arabe, mais aussi dans la façon dans laquelle cette communauté est vue par les médias. Par exemple, vous aussi, vos actions qui étaient, disons, de la gauche, vous vouliez plus de lois pour eux, mais en fait, c'était vu comme terrorisme. Comment ça a changé 9/11? En fait, 9/11 a gravi les choses, il a accentué une division, une radicalisation dans la façon de voir les communautés arabo-musulmanes en Europe qui a commencé vers le début des années 90. Et c'est justement avec la chute de l'Union soviétique, du bloc de l'Est, et avec la guerre en Irak, la première guerre en Irak, l'occupation de Koweït et la réaction américaine et le conflit là-bas, qu'on a commencé à remarquer que le discours vis-à-vis des communautés arabo-musulmanes en Europe a commencé de devenir très radical et a commencé aussi de considérer la communauté, dans certains milieux, on commençait à parler de cinquième colonne
Saddam dans le temps, parce que dans le temps c'était Saddam qui était l'alternative ou bien le substitut du danger communiste. Et bien sûr, c'était un petit peu plus... c'était un autre genre une autre genre de conception et construction d'un ennemi, parce que avec le danger communiste dans le temps, il y avait un conflit idéologique entre des Européens plutôt. En fait, la gauche radicale européenne, elle s'inscrit dans la même logique civilisationnelle que la droite. En fait, c'est des produits de la société occidentale. Tandis qu'avec cette nouvelle ennemie, qui est alors le monde arabe et musulman, qui s'est introduit pour substituer le danger communiste dans les années 90, au début des années 90, il y a alors un clivage aussi ethno-religieux et il y a aussi un héritage historique d'animosité qui s'inscrit dans une histoire assez longue de conflit entre l'Europe comme occidentale et le monde arabe et musulman. Et tout ça a été instrumentalisé dans une logique de clash of civilization qui maintenant commence à aller hors la mode, mais on ne doit pas non plus oublier qu'elle a fondé le discours mainstream pendant toute une période. Et voilà, alors on a eu cette évolution dans les années 90 et le 11 septembre s'inscrit, de mon point de vue, dans ce conflit-là. Bien sûr, c'est une escalation de la part des Arabes et musulmans dans leur réaction contre l'Occident, mais d'un point de vue arabe et musulman, la guerre de Koweït était aussi un genre d'escalation. Le nouveau positionnement de l'Occident, aussi en Afghanistan après la guerre, était aussi un genre d'escalation. Alors c'est une dynamique, bien sûr. Si on va parler de la période d'après 9/11, on peut bien sûr dire que les choses ont été plus aiguës, qui sont devenues au niveau de, par exemple, le concept de terrorisme qui est devenu très, très central dans la façon dont on regarde chaque mouvance dissidente qui s'inscrit ou qui s'inspire de l'islam ou bien qui s'inscrit dans une tradition arabo-musulmane. Bien sûr, là, après 9/11, c'était très... En fait, je crois qu'il y a quelque chose qui a beaucoup changé là, parce on peut reconstruire a posteriori comme vous le faites, on peut avoir aussi une autre vision des choses, mais les années 90, les années 90. Mais aujourd'hui, je crois que ce n'est plus le cas, parce que ce qui se passe en Syrie, c'est une guerre à l'intérieur de l'islam. Et ce n'est pas l'Occident qui est contre l'islam. On n'arrive pas à le reconstruire. Je ne dis pas ça. Simplement pour situer 9/11, il faut parler de... Bien sûr, mais je vous dis, on peut tout à fait fournir cette analyse de ce phénomène. On peut la contester aussi, mais on peut la fournir. Pour aujourd'hui, je crois qu'on est dans une configuration qui est complètement différente. Même si on va avoir des acteurs politiques qui disent on va se battre contre l'Occident, et c'est la hantise de la police européenne qu'ils reviennent et qu'ils plaquent en Occident des schémas qui ont été construits en Syrie contre les apostats. Il y a un frein danger. Mais ce danger-là, moi, je n'y crois pas. C'est-à-dire que pour moi, il y a une personne sur 10 qui revient, qui représente un danger. Enfin, quand je dis c'est pour moi, je dis ce sont des chiffres qui ont été publiés par des chercheurs suédois. Je pense qu'ils ont fait des recherches très précises là-dessus. Donc, il y aurait 10% des personnes qui sont parties, qui reviendraient, qui commettraient ou qui seraient impliquées dans un plot, tentative ou un attentat qui aurait été réalisé. Et moi, mes clients, quand ils reviennent, en tout cas, le discours qu'ils tiennent et qui est entendu par les tribunaux, c'est de dire, par exemple, celui qui a été en Afghanistan pour se battre avec les talibans et qui se rend compte que les talibans se tirent dessus, qu'il est dans un milieu où il ne comprend pas ce qui se passe, il doit payer pour ses armes, il est utilisé en quelque sorte par les talibans. À un moment donné, il est déçu de son expérience, il revient. C'est un peu le pari que je fais par rapport à ceux qui partent en Syrie aussi. À partir du moment où ils voient que les factions se tirent dessus, qu'ils enlèvent des femmes, qu'il y a des rançons, ça ne correspond plus à un idéal qu'un jeune pourrait avoir. Et ça pourrait, alors, je pense, être une raison pour revenir. Vous avez raison, je crois, sur les grands nombres. Mais le problème du terrorisme, justement, c'est qu'il suffit d'une personne pour créer des effets de déflagration catastrophiques dans la société. Et si vous voulez, qu'est-ce qui motive les services de sécurité dans ces affaires? C'est qu'il y a eu des expériences qui ont, par exemple en France, qui sont déjà advenues.
celle du débordement de la guerre civile, qui était un djihad algérienne en France, avec l'affaire Khaled Kelkal aujourd'hui, dont on peut considérer d'une certaine manière que l'affaire Mohamed Merah est la réimportation. Oui, d'une sorte étonnante. Ça s'est passé le jour du 50e anniversaire des accords d'Évian, le 19 mars 2012, etc., que les affaires de Bosnie, où justement à la frontière belge à Roubaix, en mars 1996, des djihadistes français du nord de la France convertis, Christophe Caz et Lionel Dumont, ont effectué des braquages en Bosnie, à Lille. Ouais. Et donc, je crois qu'il y a cette espèce de mémoire qui suscite l'inquiétude. Il ne faut pas s'en méfier. Donc il faut une action, je dirais, de sécurité, de service secret, mais pas une action répressive, c'est-à-dire de mettre en prison. Je ne fais pas le défenseur, j'essaie d'expliquer le fonctionnement. Mais je voudrais revenir brièvement sur la différence que je vois entre la situation des années 90, telle que Diab Abou Jarjah l'a décrite, et celle d'aujourd'hui. Par exemple, il y a un phénomène étonnant qui est pourquoi y a-t-il tant de djihadistes en proportion qui partent de Belgique, qui est un pays qui est moins peuplé que la France, ce n'est pas une insulte à la Belgique, bien sûr, qui vont en Syrie, et relativement peu en France, où il y a la population musulmane, la plus grande. Oui, tout musulman ne va pas aller en Syrie, pas génétiquement, bien sûr, mais... il y a la raison. Voilà. Alors, on ne sait pas très bien, mais ce qu'il y a en tout cas en France qui est frappant, c'est que sur la question syrienne, justement, il y a un clivage très important dans ce que vous appeliez les arabo-musulmans, si vous voulez. Vous avez d'une part des gens qui sont influencés par les salafistes, qui se sont radicalisés. Et on voit bien comment, on en parlera peut-être tout à l'heure, des imams saoudiens qui prônaient jusqu'alors un salafisme de tranquillité publique, de réislamisation à la base, pas de politique, aujourd'hui ont donné le mot d'ordre qu'il faut aller faire le djihad en Syrie. Un peu comme ce qui s'était passé en Afghanistan dans les années 1980. Et là, on a un changement, bien sûr, d'ampleur. Profond. En fait. Voilà. Mais en même temps, vous avez toute une partie, par exemple, autour de cet humoriste connu, Dieudonné, Alain Soral, etc., qui font le lien entre un certain nombre de jeunes musulmans et l'extrême droite française, et qui, eux, soutiennent le régime d'Assad, soutiennent l'axe Téhéran, Bagdad, Damas, Hezbollah, en considérant que ce sont les véritables champions de l'antisionisme, que ce sont les ennemis. Donc on a ce clivage et on voit des conflits aujourd'hui très forts autour de la question de la Syrie, à l'intérieur d'un certain nombre de jeunes musulmans français ou européens. Peut-être que ça, effectivement, joue un rôle en expliquant cette divergence entre la France, proportionnelle de toute façon, entre le nombre des Français et des Belges. Oui, en ce qui concerne l'importance du salafisme. Mais en fait, je voudrais justement venir sur une petite citation qui donne peut-être un comprimé de ce qu'on vient de dire. J'ai lu ça sur ton page Facebook et je trouve ça assez intéressant. Alors, qui décrit un peu comment ça se développait des années 80, où on a eu un panarabisme peut-être plutôt de la gauche, émancipatoire, jusqu'à cette situation que vous avez décrite, en fait, d'un nouveau salafisme, d'un arabisme plutôt conservateur, peut-être aussi agressif et un peu dangereux. En fait, je vais le lire en anglais, parce que tu écris toujours en anglais, je trouve ça... et c'est sur une... en fait, c'est sur cette photo-là que tu as publiée, c'est un camp de... camp d'entraînement en Palestine. Non, au Liban, c'était au Liban. C'était au Liban, ok. Ah, mais des Palestiniens. Ah, c'est des Palestiniens. Qui sont venus en Liban. Et tu écris Young Palestinian Boys and Girls, alors ceux-là, in the 80s at the resistance training camp. I attended similar camps in Lebanon at their age. It was a time when gender difference played no role at all. Only the will to defend our country and our people and liberate our land. Alors, vraiment intéressant, the gender difference played no role. Ça semble presque incroyable aujourd'hui. We were all comrades and all equal. Then came fundamentalism and sectarianism, and with it division and conflict. We first became Muslims and Christians. Then the Muslims became Sunnis and Shias, or Sunnite and Shiite, instead of all of us being free Arabs. The Saudi reactionary model destroyed the liberation model and it did so with Western support. Peut-être on ne revient pas sur le rôle de l'Arabie saoudite, mais en fait c'est quoi, si tu peux décrire un peu ce changement fondamental d'esprit, ça se passait comment? En fait,
sans trop élaborer sur l'aspect historique, en fait, le monde arabe, pendant une longue période, plusieurs décennies, disons des années 40, 30, enfin 40 pour être plus exact, 40, 50, 60, 70 et jusqu'à début des années 80, le mouvement politique, les mouvements avec S alors, politiques les plus affluents étaient les mouvements de signature ou bien nationalistes arabes ou bien gauchistes. Le nationalisme arabe était aussi un mouvement plutôt gauchiste qui s'inspirait d'une version de nationalisme de gauche et pas une nationalisme de la droite. Et bien sûr, il y avait des exceptions par-ci et par-là, mais le mainstream était déterminé par ce discours, par cette idéologie. Et alors, c'est-à-dire que, par exemple, le djihad, la notion de djihad n'était pas conservateur? Non, on utilisait plutôt... Bon, le mot djihad, on ne va pas entrer dans une discussion étymologique. Le mot djihad est utilisé en arabe d'une façon neutre. Peut-être plus tard, on pourra en parler, mais aussi en façon neutre, mais aussi idéologisée. Ça dépend qui l'utilise. Mais dans le temps, on utilisait nidal. Nidal, ça veut dire struggle. Lutte, et c'est un concept plutôt gauchiste. Oui, ou même ou Thawra. Thawra, la révolution. Mais nous, on se référait, Munadil, à un struggler, combattant. C'était des termes d'inspiration plutôt marxiste qui dominaient le discours. Et même si c'était utilisé par des nationalistes parfois, mais l'inspiration était dans ce camp-là. Et bien sûr, ça se traduisait aussi à la façon de s'organiser, comment au niveau de gender relations, de relations entre les sexes. De fait qu'il y avait un égalitarisme aussi au sein des mouvements. Moi, j'étais à mes 16 ans, je faisais partie de certains mouvements de jeunesse aussi assez militantes. Et là, on était camarades, quoi. C'était ça, filles, garçons, ça ne jouait pas un rôle, mais aussi pourquoi est-ce qu'on lutte? On lutte pour des idéaux, des idéaux nationaux, des idéaux socialistes. C'était ça un petit peu qui motivait le discours. Mais bien sûr, il y avait un déclin qui a commencé au début des années 80. Ça a eu plusieurs raisons. Certaines raisons étaient la révolution iranienne qui s'est produite en 79 et qui a commencé vraiment à influencer, à donner plus de confiance à tout ce qui est mouvance islamique, sunnite ou chiite d'ailleurs au début. Mais aussi le fait que le projet national arabe, le projet de la gauche arabe a échoué. Et c'est là où moi je dis que c'est le conflit arabo-israélien où le mouvement, la gauche arabe était, disons, le leader de la lutte contre le projet israélien, l'occupation israélienne, et le fait que la gauche arabe n'a ni réussi à libérer la Palestine, ni réussi à donner un projet de développement durable au monde arabe. Et c'est à ce moment-là que l'islamisme, et aussi que les régimes qui s'inspiraient soi-disant de la gauche et du nationalisme arabe sont devenus des régimes d'oppression, autocrates, corrompus. Ça a donné de la force aux islamistes en se revendiquant comme d'abord les underdogs, ceux qu'on n'a jamais essayé. Ils n'étaient jamais au pouvoir, ils étaient dans les prisons, ils étaient opprimés par la dictature de la gauche. Deuxièmement, dans la conscience culturelle arabe, on était une grande civilisation, une grande nation pendant les siècles où on se réfère à l'islam, tandis que c'est un mythe, parce que c'était des États, enfin pas nationaux, mais quand même cette révélation était plutôt symbolique. On a commencé à avoir un déclin et une autre raison, peut-être la plus importante, c'est l'argent iranien et l'argent saoudien, qui commençaient à investir dans des mouvements qui devenaient plus riches, mais aussi plus affluents, plus capables à recruter, tandis que la gauche, avec la perte d'influence de l'Union soviétique, n'avait plus de sponsors, n'avait plus de supporters étatiques, de moins en moins. Et ça a commencé, la gauche était là et les mouvements islamistes étaient là, et ça a commencé comme ça, alors maintenant on est là. Oui, en fait, il y a une chose là-dedans qui m'intéresse beaucoup, c'est pourquoi ce nouveau fondamentalisme, pourquoi ce changement, pourquoi ce conservatisme. Et une autre chose que là j'ai l'impression qu'en fait c'était presque les écritures de Marx étaient plus importants que le Coran à cette époque-là. Pourquoi le Coran est redevenu tellement important, par exemple pour les jeunes djihadistes d'aujourd'hui, alors que le projet national n'est pas visible, il n'y a pas une occupation par exemple américaine en Syrie.
Pourquoi ce livre, pourquoi ce conservatisme en fait? Alors, je crois qu'il y a, dans ce qu'a dit Diab Boujarja, il y a eu quelque chose qui est important, qui est rarement souligné, c'est que les régimes arabes issus de l'indépendance, dans les premières années, sont apparus comme anticolonialistes et ceux qui avaient chassé les colons, ils avaient une forte légitimité. Et en fait, c'était des régimes dictatoriaux qui ont supprimé les libertés publiques et qui ont géré l'économie en fonction de l'intérêt des dirigeants. Et les années 80, justement, 70-80, c'est l'âge où arrive à l'âge adulte, c'est l'époque où arrive à l'âge adulte la première génération qui n'a jamais connu le colonialisme. Et qui donc demandent des comptes à ces régimes, non pas en fonction de ce qu'ils disent qu'ils ont fait il y a 30 ans, mais de ce qu'ils sont incapables de faire aujourd'hui. Et le bébé marxiste ou gauchiste a été jeté avec l'eau du bain, si vous voulez, de ces régimes dictatoriaux. Et c'est dans ce contexte-là, et l'élément clé, c'est la guerre d'octobre 1973, où ce sont les Saoudiens qui gagnent la guerre, finalement, qui mettent l'embargo sur le pétrole, et donc qui vont apparaître comme, à ce moment-là, la puissance qui a obligé Israël à s'arrêter militairement grâce à sa pression, et ils vont en tirer des bénéfices considérables qui vont protéger leur contrôle sur le monde arabe sunnite. Mais quelques années plus tard, il y a la concurrence iranienne, justement, et on a ces deux pôles. Le pôle iranien chiite, à l'époque plutôt anti-impérialiste et révolutionnaire, et le pôle saoudien très conservateur et plutôt américain, et qui vont se livrer à une surenchère au nom de l'islam. C'est-à-dire que ce sera... Voilà, et c'est la référence islamique dont chacun va s'efforcer de dire quelle est la bonne, qui va grandir. Et c'est dans cette perspective-là, dans un premier temps, chacun est plus anti-israélien que l'autre, si vous voulez, et Israël reste au cœur de l'enjeu, mais maintenant, ça n'est plus le cas. Et ce qui est très intéressant à observer actuellement, c'est que, alors qu'Israël est au milieu de tout ça, géographiquement, elle n'apparaît plus, l'État hébreu n'apparaît plus comme le lieu principal du conflit dans la région. On avait toujours, dans les années précédentes, considéré que c'était la matrice de la question du Moyen-Orient, c'était le conflit israélo-arabe. Aujourd'hui, vous avez cette situation très curieuse où vous avez deux axes qui se battent au Moyen-Orient. Un axe qu'on pourrait appeler de manière facétieuse l'acte soviéto-chiite, où vous avez Moscou et Téhéran qui sont dans le même camp, et de l'autre, de manière encore plus facétieuse, l'axe salafo-sioniste, où vous avez l'Arabie saoudite et Israël qui ont des intérêts apparemment objectifs communs contre l'Iran et contre la Syrie. Mais la politique israélienne est en fait beaucoup plus complexe que ça, puisque d'une certaine manière, la destruction des armes chimiques syriennes est dans leur intérêt, et à travers la Russie, Israël a aussi des liens avec le pouvoir syrien. Elle n'a pas, là, très récemment à Davos, après l'intervention de Rouhani, le président iranien, plutôt, disons, libéral et relativement pro-occidental en comparaison avec Ahmadinejad, Shimon Peres, qui était présent à Davos aussi, a rappelé que même s'ils sont contre un Iran islamiste, Israël n'a pas de contradiction fondamentale avec l'Iran. Il faut bien voir qu'un peu comme la France était liée avec l'Empire ottoman contre l'Allemagne, la Prusse et surtout l'Autriche-Hongrie, de même, Israël, la Turquie, l'Iran et l'Éthiopie, autrefois, étaient alliés contre les Arabes qui étaient au milieu. Vous voyez, donc il y a ces éléments fondamentaux de la géopolitique, voilà, exactement, interfèrent avec les éléments idéologiques. Et c'est dans cette espèce de tectonique des plaques, dans ces fissures, que se glisse notre histoire de djihadistes syriens. Voilà. C'est là que la malheureuse Muriel de Gauck. Et là, on se demande quel est en fait le visage nouveau du djihad, en fait, parce que là, à l'époque, c'était, disons, un projet émancipatoire. Et qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Par exemple, si on regarde les cas de Al-Qaïda, alors c'est pas un mouvement, c'est très difficilement
sont des cellules indépendantes, c'est extrêmement difficile à dire. Je veux dire, si on parle de blancs... Oui, mais je crois qu'il y a un projet politique quand même. Il y a un projet politique, pour revenir un peu à ce que Diaboula disait, il y a un projet politique qui a remplacé dans l'idéal des jeunes, en Belgique en tout cas, l'idéal socialiste qu'on pouvait avoir dans les années 60, 70, 80, arrêtons-nous en 80. Donc il y a un idéal politique qui est quoi? Un idéal d'une société démocratique, d'une société égalitaire, d'une société qui n'est pas corrompue, une société qui n'est pas, où on doit se battre pour ses idées face à un État qui est répressif. Et finalement, c'est ça, je dirais même le terrain d'entente que moi je peux trouver en tant que démocrate, libéral, avocat, quand je discute avec mes amis salafistes marocains au Maroc. Le lieu de rencontre est celui-là. C'est le lieu de l'égalité, c'est le lieu de la lutte contre la corruption, de la lutte contre la torture au Maroc. Et je veux dire, cet idéal-là est un idéal qui est fort et qui attire évidemment cette jeunesse, je dirais, européenne, pour pouvoir, je dirais, à un moment donné, se dire, ben alors, c'est mon idéal, je suis même prêt à prendre les armes pour le défendre. Et je pense que ça, c'est un élément qui est fort. Et donc, tant qu'il n'y a pas de solution politique, et ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au printemps arabe fait un peu peur, parce qu'on se rend compte que cet espoir, ça menuise un peu, mais tant qu'il n'y a pas de solution politique par rapport à ces questions-là, je pense que ça va continuer. Mais c'est en fait quoi quelles sont les sources en fait, de l'idéalisme salafiste? Je veux dire, ça me semble être très très proche de l'écriture, c'est quelque chose qui te dit... En fait, d'où prennent-ils l'idée de faire le djihad? Je voulais souligner, en fait, dans ta question, tu te référais au Coran en tant qu'un livre qu'on a redécouvert. Moi, je ne crois pas que c'est comme ça en fait, que c'est passé, parce que dans le monde arabe, on n'a jamais pris distance du Coran. Parce que même dans le temps où on se disait nationaliste ou marxiste, enfin les marxistes c'était un petit peu différent parce que, disons, je veux dire, les communistes arabes qui étaient explicitement communistes, eux, ils parlaient peut-être pas de symbolisme. Ils connaissent, mais ils ne parlaient pas vraiment de façon symbolique. Mais les nationalistes arabes inspirés par le marxiste ont toujours fait un genre d'amalgame entre le Coran et leur projet de libération. Mais comme n'importe quel livre religieux, c'est l'interprétation en fait qui compte. On peut faire une théologie de libération, on peut faire une théologie de l'oppression. Et dans le Coran, c'est pas différent. Je crois que pour retourner en Belgique, en fait, la question d'où est-ce que les jeunes Belges, peut-être aussi pour une autre raison de la divergence avec la France, je crois qu'il y a plusieurs éléments. Moi, je veux pas. D'abord, la Belgique, c'est un concept un peu large. On a la Flandre, on a Bruxelles, on a la Wallonie. Et en Flandre, où on parle le néerlandais, et où on a une certaine histoire assez passionnée, on veut dire, de l'identité. Parce que les Flamands, d'après leur narratif national, ils ont dû lutter pour être reconnus en tant que nationalité au sein de la Belgique. Aussi, ils ont eu une lutte linguistique pour l'importance de la langue néerlandaise en Belgique vis-à-vis du français. Ils ont été opprimés par... Voilà. Et il y a les Flamands aujourd'hui parlent très bien français. Boulanger parle très bien français. Moi, je suis un Bruxellois, presque nationaliste bruxellois. Mais de toute façon, si... La Flandre a une culture de lutte identitaire. Alors bien sûr, les jeunes arabes musulmans habitant la Flandre, ils sont influencés aussi par une culture identitaire, militante, qui est transmise aussi par l'école de base, l'école communale, l'école organisée par l'État. C'est pour commencer. C'est là la raison pourquoi il y a... C'est pas la raison. Moi, je dis, c'est une des influences. C'est quand on étudie l'histoire de la Flandre, on étudie l'histoire d'une lutte identitaire contre les francophones qui est glorifiée. Et bien sûr, ça c'est une axe d'influence. Il y a des autres éléments. L'idéalisme flamand de la gauche et de la droite est impressionnant. La Flandre a toujours livré des militants, des soldats des révolutions internationales. Dans la guerre d'Espagne, il y a des milliers, bon, je ne sais pas le nombre exact, mais aussi dans la SS, en fait. C'est ça ce que je veux dire. C'est ça ce que je veux dire. Il y a des milliers de Flamands qui sont allés lutter contre Franco par idéal communiste, internationaliste. Il y a des milliers de Flamands pendant la Seconde Guerre mondiale qui étaient volontaires, pas obligés, pour être membres de SS et aller lutter sur le Ostfront, sur le front de l'Est. Ça, c'est la Flandre. C'est un pays passionné de plusieurs choses. Alors, les jeunes flamands, arabes, musulmans sont aussi passionnés, sont très flamands,
sont passionnés aussi de beaucoup de choses. Ils trouvent leur idéalisme pour le moment en Syrie. Pour certains, c'est comparé à l'Espagne, pour des autres, c'est comparé au SS. Plutôt, Et oui. voilà. Non, mais en fait, je voudrais revenir un peu sur l'idée que le Coran a repris un peu le rôle principal des métaphores qui sont prises, ou des phrases qui sont prises, ou des idées qui sont prises pour une guerre de jeunes gens. Et ce qui m'intéresse, en fait, peut-être vous, il y a vraiment des passages dans le Coran où, je veux dire, le djihad est annoncé, ou ce qui se passe maintenant est annoncé. Je crois, comme le disait Diab Abu Jarja, tout est affaire d'interprétation, c'est-à-dire de savoir qui sont les groupes qui ont l'hégémonie sur l'interprétation. Je vais vous donner un exemple très simple, très facile à comprendre. La révolution iranienne en 1979, révolution islamique. Déjà, on fait un mélange, même si en persan on ne dit pas thawra mais inqilab, donc c'est révolution et islamique. Le terme révolution n'est pas un terme coranique, si vous voulez, attesté. Donc on mélange, on colle deux choses. Et dans la doctrine khomeïniste, Khomeini va tirer du Coran deux termes, mais les mettre en couple, en concept, d'une manière marxiste, avec d'un côté ce qu'il appelle les déshérités, le terme arabe coranique passé en persan c'est mustadafin, ce qui veut dire les affaiblis, et de l'autre les arrogants, mustakbirin, ceux comme le pharaon, si vous voulez, mais en réalité, les États-Unis. Voilà, mais en réalité, dans la pensée khomeïniste, c'est un intellectuel islamo-marxiste persan qui s'appelait Ali Shariati, qui vivait en France d'ailleurs, qui a traduit le livre à l'époque célèbre de Frantz Fanon, Les damnés de la terre, qui est un livre contre le colonialisme français en Algérie, et qui a utilisé les termes coraniques de déshérité et d'arrogant pour rendre en persan et en arabe le couple marxiste des oppresseurs et des opprimés. Voyez, voilà. Donc on voit comment, dans certaines configurations, pourquoi le vocabulaire religieux? Parce qu'il a, comme M. Abu Jarja le disait tout à l'heure, il a une résonance beaucoup plus grande dans des masses pauvres, non urbanisées à l'époque, et pour lesquelles le référent de base, de même que les jeunes flamands qui s'appellent Mohamed ou Ahmad, apprennent à l'école en Flandre qu'il faut lutter contre l'oppression francophone, voilà, pour l'identité, deviennent antifranquistes, SS ou aujourd'hui salafistes. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit bien comment se mélangent ces registres. Et ça va d'autant plus vite aujourd'hui qu'il n'y a plus de maîtres. Il y en a de moins en moins puisque c'est l'Internet et c'est Facebook qui fournissent les références. Quand vous êtes salafiste aujourd'hui, qu'est-ce qui fait par exemple que les salafistes méprisent très fréquemment les instituteurs? Parce qu'ils sont mal payés d'une part, mais aussi parce qu'on appuie sur l'Internet et on a de la machine, c'est de l'Internet qui est quasiment une chose divine d'une certaine façon, voilà. Tombe de la révélation de l'Internet la vérité. Et on échange. Vous savez que les jeunes aujourd'hui ne lisent plus grand-chose, bien sûr, mais même quand ils voient une information, avant même de la lire, on appuie sur « share » et on vous envoie à vous trois pour partager, pour faire un groupe. Et ces groupes de pairs, P-A-I-R, sont ce qui va créer la base du réseau qui vous envoie, on va tous en Syrie pour faire aussi comme les copains. C'est une manière d'émulation, de montrer son engagement, sa virilité. On est dans le groupe. Et ça, c'est très important. Oui, donc, il y a tous ces réseaux qui se... Il y a la tectonique qu'on a mangée tout à l'heure, les réseaux. Mais je crois quand même que la question reste, en fait, parce qu'on a parlé maintenant de ceux qui sont allés dans la guerre d'Espagne, on a parlé de la SS, on a parlé des salafistes qui vont en Syrie. Si on va parler des salafistes spécifiquement dans le cadre de l'épistémologie islamique, pardon, pour un petit peu... approfondir ça. Il y a un autre élément aussi qui joue un rôle. Nous sommes les jeunes musulmans en Occident, ils vivent dans une société qui glorifie le rationalisme, la raison et le rationalisme. En fait, ça peut sembler contradictoire ce que je vais dire maintenant, mais le salafisme est un rationalisme extrémiste au sein de l'islam. Au début, non?
Toujours, toujours. Le salafisme, c'est un discours très binaire. Il s'agit de 0 à 1. En ce qui concerne l'écriture 1 à 1. Oui, c'est le texte. C'est comme les ordinateurs. Le Pas de la salafisme et l'ordinateur sont voilà. complètement compatibles. C'est un monde binaire, simple, logique. On n'aime pas les bid'as, ce qu'on dit les rénovations. On n'aime pas le soufisme, le mysticisme musulman. C'est un des grands ennemis du salafisme. Toutes ces superstitions avec des saints et tout ça, les salafistes, ils s'en fichent pas mal. Les salafistes, en plus, c'est dans leur conviction religieuse, même aller prier devant un tombeau, c'est interdit parce que c'est de la foutaise. C'est quoi prier pour quelqu'un qui est mort? Même le prophète, s'il était à eux, il effacerait son tombeau. Protestantisme extrême. Extrême, c'est des puritains rationnels, binaires, égalitaires, comme M. Marchand disait. Ça séduit un jeune Européen. Parce qu'il faut aussi faire attention au fait qu'il y a beaucoup de convertis musulmans européens de souche autochtone qui aussi se convertissent au salafisme. À côté de ça, il y a la contradiction, l'autre pôle qui séduit moins, c'est le discours. Vous avez référé à Ali Shariati, c'est très intéressant et c'est très vrai ce que M. Keppel disait, parce qu'en fait, Shariati a élaboré un islamisme marxiste, en fait, si élaboré que quelqu'un comme Jean-Paul Sartre a dit, c'est un quote de Sartre, il a dit « Moi, je suis athéiste, mais si je suivrai une religion, ce sera la religion de Shariati. » Alors, pour un jeune déçu de la gauche aussi, comme vous avez dit, qui a perdu, pas vous, mais enfin, la gauche est ridiculisée en Europe, dans le mainstream, dans le discours néolibéral dominant, elle est ridiculisée. C'est un petit peu... dire qu'on connaît de la gauche, même les gens des partis socialistes, social-démocrates n'osent plus dire « Ah, nous sommes de la gauche » parce que c'est ridicule d'être de la gauche. Il faut être pro-marché. Il faut être les vaincus. Voilà. En fait. Alors les jeunes arabo-musulmans de l'Europe aussi, ils s'en fichent de la gauche, ils ne veulent pas être de la gauche, c'est des losers. Tandis qu'un discours salafiste, c'est intéressant, c'est séduisant. Mais je crois que une petite chose, je crois que si on revient en fait sur ce mouvement, le premier mouvement que tu as appelé le salafisme, en fait, cette façon de vraiment lire l'écriture, je crois que celle-là est assez importante dans ce qu'on appelle bien sûr le salafisme, mais aussi dans ce qui est dans l'interprétation du populisme de la droite, de ce que c'est l'islam en fait. Et on a ici avec nous un ex-imam qui peut-être nous aider à expliquer un peu l'influence en fait du salafisme ou de quelques sourates en fait sur ce que les jeunes font vraiment dans la vie réelle. Et alors il m'a aidé à chercher un petit extrait qui est devenu extrêmement important, je crois depuis des décennies et juste maintenant, parce que ça légitimise le djihad en fait dans l'écriture. Je vais le lire et après, j'aimerais demander ce que c'est l'influence, en fait, de ça. On a là M. Radwan Atiyah, ex-imam islamologue universitaire, qui est venu aujourd'hui aussi ici, pour nous expliquer un peu de l'intérieur, si je peux ainsi dire, en fait, l'importance de l'écriture et de ce que ça veut dire, en fait, pour le jeune peut-être surtout, peut-être pour la communauté en total. Je vais lire un petit extrait, je crois que c'est un extrait de la sourate de l'épée, si je me trompe, vous me dites. Et là, c'est écrit « Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu, les incroyants, ni au jour dernier, et ne s'interdisent pas ce que Dieu et son envoyé ont prohibé. Combattez également ceux parmi les gens du livre qui ne professent pas la religion de la vérité, à moins qu'ils ne versent la capitation directement et en toute humilité. » Et en fait, ce qui m'intéresse, on a parlé d'ordinateur, du dogmatisme. Il y a des jeunes qui prennent ça vraiment, je veux dire, pas historiquement, pas métaphoriquement, mais très direct, en fait, comme appel à la lutte. En ce qui concerne les jeunes Belges, par exemple. Oui. Une question très importante. La question du littéralisme n'est pas nouvelle. Pour revenir à la question, au verset que vous venez de citer, c'est un verset parmi beaucoup d'autres qui effectivement pourraient, d'apparence, et sont en réalité, il est inéluctable et incontestable que ces passages coraniques sont belliqueux, à l'image de certains passages dans
dans la Bible ancien et Nouveau Testament compris. Qu'ils soient belliqueux et qu'ils appellent à une certaine violence, certes, mais qu'ils soient effectifs, là, il faut alors les remettre dans un contexte. Il existe dans le Coran, et le Coran est écrit en arabe. Il est peut-être déroutant aujourd'hui pour un occidental de lire le Coran traduit, étant donné que le Coran, dans sa langue matricielle, répond à une rhétorique sémitique, donc qui use de beaucoup de symbolisme. Et donc ce passage que vous venez de lire, vous avez dit la sourate de l'épée, c'est-à-dire la sourate, en réalité c'est la sourate du repentir ou du désaveu. Et dans cette sourate, qui est effectivement violente, dont le premier verset parle d'un désaveu, d'une rupture entre Dieu et de son messager vis-à-vis d'une faction, que sont les mouchriquines, c'est-à-dire les associateurs qui avaient au départ pactisé avec les musulmans, qui ont violé le pacte et donc déclaré de facto la guerre aux proto-musulmans, donc les premiers musulmans. Ce passage que d'aucuns appellent le passage de l'épée, effectivement, est problématique. Je prends ici, je citerai une autorité musulmane du XXe siècle, Ibn Ashur, qui est un grand herméneute, disait, lui, dans son tafsir, dans son grand commentaire du Coran, que ce passage pose réellement problème aux mufassirin, c'est-à-dire aux exégètes classiques comme contemporains. C'est-à-dire que si vous relisez le passage, il est dit clairement qu'il faut combattre, tuer, qatilu. Ici, c'est une autre rhétorique. Vous avez beaucoup parlé de jihad, mais ici, il est question de qital. Donc mettre à mort ceux qui ne croient pas en Dieu et ni au jour dernier. Mais dans ce passage, il est question des gens du livre. Les gens du livre croient en Dieu et en son jour dernier. Et donc il y a ce verset coranique comporte réellement un paradoxe. Presque une guerre civile, en fait. Mais il faut alors le remettre dans son bloc sémantique, c'est-à-dire que les exégètes ont dit que ce passage fait état d'une violation d'un pacte. Et historiquement, ce sont les chrétiens du nord de Tabouk qui violent ce pacte. Et ce verset, donc, il faut alors le remettre dans son contexte historique. Et toute la sourate, dans son entièreté, est le miroir de ce conflit tribal, finalement. Et je suis totalement d'accord, mais aujourd'hui, je crois que cette lecture... Ah non. Aujourd'hui, la lecture... qui contextualise n'est plus faite par ce jeune, par exemple. Non, aujourd'hui, comme l'a très bien fait remarquer M. Keppel ou M. Abou Jaja, le radicalisme, le néo-fondamentalisme islamique à travers le monde, que ce soit à travers ses clercs, les dignitaires religieux ou les jeunes en perte d'identité dans l'espace européen, ont une lecture éminemment frontale et jamais déconnectée et décontextualisée du texte coranique. Ils ne font pas comme dans la période classique, les commentateurs, bien qu'ils aient eu certes une représentation du djihad assez offensive, parce que beaucoup aujourd'hui vous diront ici en Occident, dans le discours islamique ambiant, et quelles que soient ces tendances, on vous dirait que le djihad est un effort sur soi, certes, mais le djihad coranique, le substrat coranique du djihad est un combat. Ce n'est pas une notion flottante comme on voudrait nous le faire croire. Et là, je me référerai à un travail fondamental et monumental d'Alfred Morabia, qui a écrit une œuvre, une grande monographie sur la question du djihad. Et il dit, si vous voulez trouver une caution ou une armature au djihad, donc ces mutations à travers l'histoire, il faut revenir non pas au Coran, parce que là, effectivement, il y a des passages ambigus, mais il faut alors revenir à la tradition musulmane, donc à la sunna, au hadith du prophète, où là vous trouverez effectivement une codification, une canonisation, sacralisation du djihad en tant que combat dans le sentier de Dieu. Et j'ai lu quelque part, c'est peut-être même vous qui me l'avez dit, que même la guerre en Syrie
est annoncé dans les hadiths, et que ces jeunes se retrouvent dans les hadiths d'une façon presque paranoïaque. En fait. Effectivement, il existe, et là la tradition musulmane s'inscrit dans les courants eschatologiques, hein, elle est dans une continuité judéo-chrétienne ici. Mais l'eschatologie musulmane a quelque chose d'assez spécifique, où dans sa tradition, dans les compilations, il existe des compilations de traditions prophétiques qui font état effectivement d'un conflit dans cette région du monde, qui est le Moyen-Orient. Et ces traditions coïncident avec un agenda géopolitique. Aujourd'hui, on parle dans ces traditions d'un embargo de l'Irak, d'un embargo de la Syrie, mais ces traditions font état d'un clash global, vraiment, et annoncent une fin catastrophique mondiale. Et ce temps est arrivé maintenant, en fait, commence maintenant dans les années. Mais les jeunes, les djihadistes actuellement, oui, ont une vision catastrophiste du monde et bien sûr se sentent désignés par ces traditions, que ce soit oui. J'ai une toute dernière question, en fait, peut-être catastrophique aussi. Est-ce que ce mouvement salafiste, vous êtes ex-imam, vous êtes peut-être aussi, pour des raisons sorties de ce travail, devenu plutôt scientifique. C'est une question plus personnelle. C'est ça. Mais peut-être plutôt objectif aussi. Vous pensez que cette radicalisation qui se fait maintenant, dans notre âge, c'est quelque chose qui va passer, ou c'est juste quelque chose, on est juste au début de quelque chose, en fait? Là, je vous ferai part de quelque chose de moins objectif, alors de plus subjectif. Oui, je pense qu'il existe, et pas nécessairement, ici je ne pointe pas du doigt le salafisme mondial, hein, parce qu'aujourd'hui on parle de salafisme mondialisé. Je pense qu'il existe dans l'espace européen et un peu partout dans le monde une certaine complaisance à travers les discours, dans les discours religieux. Lorsqu'on constate aujourd'hui qu'il y a une forme d'alliance entre le salafisme et les différentes tendances de l'islam qui laisse présager un discours qui se radicalise et qui légitime ses actions à travers le monde. Oui. Oui, en fait là, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Atiya. J'ai une question en fait à vous. J'ai lu dans votre livre Terreur en martyr, qui a donné aussi le titre à cette soirée, en fait. Vous reprenez là un mot qui s'appelle Londonistan, et à travers ce mot, où je crois aussi, en citant en fait les néoconservateurs qui parlent de Old Europe, qui ne comprennent pas que le clash de civilisation a commencé, qui font une politique d'appeasement, et que en fait ça c'est problématique, que ça serait peut-être mieux d'être dur, d'être vraiment essayer de localiser cet extrémisme et de le battre aussi. Je voudrais revenir un instant sur quelque chose qui a été dit par M. Abou Jarja avant cette intervention très intéressante de M. Radouane Atiya sur le fait que la gauche serait obsolète. Ça n'est pas aussi clair que ça. En France, par exemple, à l'élection présidentielle de juin 2012, 51% des Français ont voté pour François Hollande. Mais parmi les électeurs qui se disent musulmans, qui se présentent comme musulmans, 89% des musulmans qui ont voté en France et qui se disent musulmans ont voté, 89 ont voté pour François Hollande. Presque 90 alors. Oui, c'est ça, 90 moins 1. C'est presque en fait socialiste. Exactement. Donc le paradoxe, c'est que voilà, le socialisme existe en France et les musulmans. Et ce qui relativise un peu ces propos, c'est-à-dire que, comme vient de le dire M. Atiya, il y a bien sûr des phénomènes dont il suffit qu'ils soient spectaculaires, fût-ce très minoritaires, pour tout bouleverser dans nos conceptions du monde. Le 11 septembre ne concerne que 19 personnes qui la mettent en œuvre, plus l'infrastructure, Al-Qaïda centrale, etc. Et c'est une prise en otage délibérée des musulmans du monde, l'idée étant de faire une provocation qui fait qu'ensuite, comme vous l'avez rappelé,
il y a une obsession qui peut être légitime d'un certain nombre de gens contre des musulmans. Du coup, ça crée un sentiment de victimisation, etc. etc. Ou le débat qu'on a eu tout à l'heure, où Maître Marchand dit « oui, mais seulement 10% persistent, les autres se rangent, tant mieux ». Mais il suffit que 1% fasse un attentat dans la gare de l'aéroport de Tegel ou ailleurs pour que ça crée cet effet. Donc, je crois qu'il faut bien comprendre qu'il y a... C'est pas un grand chiffre, mais un grand danger, en fait. Ce qui est spectaculaire, et qu'il faut bien sûr prendre au sérieux, moi, ça fait 30 ans que j'écris là-dessus, donc je dois prendre ça au sérieux quelque part, néanmoins, si vous voulez, ne doit pas être confondu avec la population dans son ensemble. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième, je voudrais revenir justement sur la décontextualisation qui a été... Monsieur Atiyah a très précisément situé les passages que vous avez mentionnés, et qui sont effectivement les passages les plus terribles du Coran, là où il y a on a l'impression que toute la volonté d'affadir, de dire c'est contextuel, là, il y a quelque chose qui semble très très difficile. Prendre ça au pied de la lettre, alors en Syrie, c'est pris au pied de la lettre. C'est-à-dire les jeunes qui vont en Syrie, aujourd'hui, les jeunes belges, français, etc., ont appris ça par cœur, l'ont compris de la manière la plus radicale. Ils tuent tous leurs adversaires au nom de ça. Là, aussi bien les gens du régime Assad que les combattants de l'armée syrienne libre qu'ils perçoivent comme des apostats, etc. Et ce qui est inquiétant, justement, ce qui inquiète beaucoup les services de renseignement ou de police occidentaux, c'est que cette prise au pied de la lettre de ces versets radicaux en Syrie, ensuite, va être transférée quand ils vont revenir en Europe. J'ai lu dans certaines pages Facebook... Vous croyez que ça va être réimporté c'est la hantise aujourd'hui des services de sécurité, bien sûr, puisque vous avez dans certaines pages Facebook de djihadistes partis qui écrivent en français ou en néerlandais, mais ce que j'ai lu c'est en français, mon néerlandais est inexistant, donc je suis innocent de ça. Ils expliquent que... Oui, ça arrive. Ils expliquent, voilà, quand on rentre, on va faire pareil. Attention, Europe impie, maintenant c'est à ton tour. Et on va commencer par tuer des apostats, c'est-à-dire, pour eux, des Arabes, c'est-à-dire qui devraient être musulmans selon leur interprétation, c'est-à-dire islamistes radicaux, mais qui ne le sont pas. Donc on va les punir, on va les tuer. De même que nous tuons les membres de l'armée syrienne libre qui ne sont pas les bons musulmans, les alaouites qui sont des hérétiques, etc. Et là, on est exactement dans ce que vous avez que M. Atiyah a très magistralement expliqué, c'est-à-dire décontextualisation totale, prise au pied de la lettre dans un cas, la mondialisation, l'Internet, les avions, les charters, etc., fait qu'on va se comporter éventuellement à Saint-Gilles, je crois que ça s'appelle, à Bruxelles, comme à Idlib, etc. Et bien sûr, c'est un grand point d'interrogation. On espère que non, parce que ceux qui vont être pris en otage, évidemment, ce sont les populations. C'est le phénomène que vous décriviez tout à l'heure après le 11 septembre. Si ça se produit, évidemment, il va y avoir une réaction des autres, des bavures, une victimisation, etc. etc. Ça, c'est justement la question. En fait, on peut dire que l'Allemagne a été prise comme otage du fascisme dans les années 40. Ça s'est quand même passé, je veux dire, au milieu du XXe siècle. Mais elle est où, en fait? La différence, je veux dire, c'est le danger. C'est justement, comme M. Capel a décrit, que la mouvance salafiste est une mouvance marginale au sein de la communauté arabo-musulmane en Europe, mais aussi au sein de la communauté arabo-musulmane dans les pays arabo-musulmans. Et tandis que le nazisme en Allemagne était un mouvement à un certain moment majoritaire. Mais le fondamentalisme, par exemple, en Iran, c'est pas. Mais c'est pas de ça qu'on parle, parce que c'est justement qu'il faut faire les parts des choses. Bien sûr, moi, en tant que quelqu'un de la gauche, je suis aussi opposé au mouvement islamiste démocrate, par exemple, comme un socialiste allemand pourrait être opposé au CDU. Mais là, on parle vraiment d'une mouvance qui ressemble au mouvement néo-nazi. C'est-à-dire, il n'y a pas une grande différence dans la vision du monde des mouvements salafo-djihadistes, takfiri, ce qu'on appelle takfiri. Voilà. Si on compare avec les néo-nazis, ils parlent un petit peu de la même logique. C'est une logique anti-système, c'est une logique anti-monde qui voit la corruption partout, qui se prend pour être le porteur du drapeau de la pureté, et ainsi de suite. Alors là, c'est justement là où il y a
Je faisais cette nuance culturelle, mais pour dire, c'est justement là aussi qu'on peut comprendre pourquoi 89% des musulmans en France votent pour Hollande. De ceux qui disent qu'ils sont musulmans Voilà, qui votent. Hein, voilà. Mais que c'est pas très indicatif parce qu'en fait, d'abord, est-ce que Hollande est la gauche? Ça, c'est pour dire pour voir ça. Et deuxièmement, c'est justement, c'est pas satisfaisant pour ces jeunes qui sont dissidents au sein de leur propre communauté. Non, mais en fait, alors, ce que tu dis, en fait, mais je peux bien le comprendre, si le chiffre de 90%, c'est comme ça. Alors, le danger de terrorisme, en fait, tu étais le leader, ou tu es de nouveau le leader, en fait, d'un mouvement, disons, à l'automne d'Arabes, en fait, dans le début des années 2000. Et vous étiez vu comme, je veux dire, il y avait beaucoup de problèmes dans les médias, que vous étiez vu comme des terroristes, comme quelqu'un qui prépare comme un coup d'État. Alors, c'était seulement quelque chose dans les médias, ou c'était quelque chose dans les... Par exemple, quand tu es revenu en Belgique, j'ai trouvé ça sur Internet, bien sûr, dans un journal de gauche, ils ont laissé apparaître cette photo, cette belle photo je crois, de 2006 ou 2007, pendant la guerre contre l'armée israélienne au Liban. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, quand même? Ça, c'est deux contextes différents. C'est-à-dire, quand moi je suis au Liban, dans mon pays d'origine, le pays est envahi par une armée étrangère, c'est mon droit comme citoyen de lutter contre cette invasion. Ça, c'est un. Okay? Mais quand je suis dans mon autre pays, la Belgique, et je suis confronté à une situation que moi je considère en tant que citoyen d'origine arabo-musulmane comme discriminatoire, mon droit, ou bien mon devoir citoyen, aussi inspiré de mon idéologie gauchiste, est de lutter contre cette discrimination par une mobilisation citoyenne dans le cadre des droits et de la Constitution. C'est ça ce que l'AEL était. Bien sûr, le problème, c'est que justement, dans cette société où on vit aujourd'hui, on a un problème avec la dissidence. Être dissident, c'est un problème. C'est un problème même si on est blanc, même si on est autochtone. C'est un problème. Alors imaginez-vous une dissidence de quelqu'un qui est ethniquement arabe ou musulman. Alors là, on a encore un plus grand problème. Et surtout si... Après ce que vous nous avez expliqué là-dessus, vous êtes très flammant finalement sur cette photo. Aussi arabe. Mais les Libanais et les Flamands. Il y a des... Voilà, c'est la preuve de l'intégration. C'est la section flamande du Hezbollah. Mais ce que je veux dire, c'est ce que nous, on a fait, on a organisé ce qu'on a appelé les patrouilles civiles pour un petit peu observer la pratique de la police anversoise. Et on avait des raisons à le faire. Monsieur Marchand, qui travaillait dans les teams légaux dans le temps. Legal team. Oui, c'est ça. À l'époque, on a créé, nous, les legal teams dans le cadre des manifestations contre la globalisation. Donc, on se souvient qu'il y avait eu à Gênes des manifestations où Giuliani avait été décédé. Puis, il y avait encore eu une répression policière très, très forte et disproportionnée, finalement, par rapport à un mouvement radical de gauche ou de résistance, qui était ce mouvement anti-globalisation, anti-OTAN. Et on avait créé à ce moment-là, nous, des legal teams, donc des avocats qui allaient dans la rue participer aux manifestations pour observer les dérives policières. Donc, ce que vous avez vécu, filmer, faire des rapports, déposer des plaintes, on a fait la même chose. Donc ça correspondait à... Ils n'ont pas eu la réaction que nous avons eue. Et c'est la différence ethnoculturelle qui a joué pour je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que, par exemple, les services de police... Vous avez des milices, on vous a critiqué. On a nommé la milice intégriste qui terrorise Anvers. C'était Le Point, je crois, un journal français. La milice intégriste qui terrorise Anvers. Nous, on était milice intégriste. Moi, je pense que les mouvements altermondialistes étaient aussi et sont toujours visés, criminalisés. Le mouvement Tarnac en France, c'est aussi un mouvement qui était fort criminalisé par rapport à cette affaire-là. Le mouvement Tarnac, c'est quoi? C'était des alternatives qui vivaient. Et puis, il y a eu une opération policière parce qu'on a dit qu'ils ils font tomber sauter des caténaires de voies ferrées. Mais l'opération policière qui a été mise en place semblait tout à fait démesurée. Mais ce que je veux dire, c'est que
a posteriori, quand on a vu un peu le travail de la police sur ces mouvements altermondialistes, c'était un travail qui était géré par la section antiterroriste de la police, qui surveillait 24 heures sur 24, qui finalement surveillait des squats pour voir un peu ce qui s'y passait au niveau politique, et qui surveillait simplement la culture de cannabis sur le toit des squats, parce qu'il ne se passait rien. Donc c'était ça. Et donc il y a eu une répression très forte que vous avez aussi subie, mais qui était dans l'air du temps, et qui continue encore aujourd'hui, je pense. Mais là, je veux faire un petit lien avec justement cette situation avec le salafisme qui est relativement plus exprimé en Flandre, en Belgique. C'est justement, il y a un lien direct aussi avec la répression que l'AEL a subie en ce qui concerne des villes comme Anvers ou Vilvoorde, qui sont importantes, et Malines aussi, qui sont importantes dans cette mouvance. Ça a presque été construit à travers la suppression. La suppression de l'AEL a vidé l'espace de la dissidence dans la communauté arabe musulmane et a laissé effectivement le champ libre pour des autres mouvances. Il y a des leaders des mouvements salafistes qui étaient membres de l'AEL. Qui étaient les membres de vous. Mais quand ils étaient dans l'AEL, ils avaient un autre discours, ils avaient une autre piste, mais quand nous on était détruits, on a eu la même expérience avec le panarabisme et le socialisme en arabe. Ah, vous êtes des losers, voilà, mais mais nous on va prendre une autre façon. Peut-être pour expliquer, vous êtes sorti de la Belgique en 2006, 2007. Et revenu il y a quelques mois pour refonder le mouvement. On peut en parler encore une fois. Oui. Mais comment vous êtes, par exemple, par ce jeune salafiste? Il vous accepte, la jeune génération? D'abord, il faut dire que ces salafistes sont, comme je dis, toujours marginal dans la communauté. C'est-à-dire la majorité des jeunes maghrébins et arabo-musulmans en Belgique n'adhèrent pas à cette vision du monde. Et la majorité, ils sont enthousiastes de notre initiative pour relancer le mouvement. Mais nous, on relance le mouvement aussi d'une autre façon. On ne relance pas le mouvement de la même approche parce que la situation est différente. Maintenant, on est 10 ans plus tard. Le contexte est tout à fait différent. Alors, on ne part pas d'un discours identitaire. On n'est plus expressif, on n'est plus clair dans notre approche idéologique, sans être dogmatique. C'est plus un mouvement non ethnique, non identitaire, mais qui va lutter justement contre l'exclusion et qui va être dissident, qui veut être dissident en fonction de le discours dominant. Et ce qui est différent, ce qui est intéressant, que maintenant on réagit d'une façon aussi, de la part de l'establishment, on réagit d'une façon très différente parce que justement on voit en nous une alternative au salafisme dangereux et on dit voilà, on devra les laisser faire parce qu'en fait ils canalisent ce proteste, ce qui n'est pas bête en fait, parce que c'est comme ça, c'est pas pour cela qu'on le fasse, oui. On le fait parce qu'on croit à ce qu'on fait, mais vous allez finir député. Il va devenir sénateur. En fait, j'ai une très belle, une dernière citation. En fait, on doit venir un peu lentement vers la fin maintenant, parce que notre temps s'écoule. Mais je voudrais commencer avec une dernière question pour chacun de vous. En fait, j'ai dit au début, et en fait, on est juste là, quand je vous ai introduit, que vous étiez élu comme une des 4 personnes à leur tonne avec le plus d'influence politique en Belgique, avec le Premier ministre, etc. Et comme vous savez, je suis habitué à lire vos posts sur Facebook. Et en fait, j'ai lu votre réponse sur cette élection. C'est en anglais encore une fois. Je le lis. According to Knack magazine, who composed the power list of the most influential Belgians of foreign descent, I am at number 4. Only the Prime Minister Di Rupo, the Green Party leader Al-Machi, and Manchester City star Vincent Kompany are above me in that list. Well, good for my ego, sure I won't deny, but influence is relative when racism and discrimination are so dominant. The most influential allochthon, so immigrant, is a lost generation of young and less young people that everybody wants to stigmatize. Fuck your lists. C'était votre réponse à ça. Et, on ne devient pas député en disant fuck your lists. Oh, si, alors ma dernière question, que maintenant que vous êtes revenu en Europe et vous êtes en train de redevenir le leader de ce mouvement, alors cette génération perdue, où il y a aussi des salafistes, je ne le sais pas, va marcher vers où en fait? La question de hier, que faire en fait maintenant? Justement, je crois qu'on ne peut pas prévoir ce que va se passer. Nous sommes dans une situation assez turbulente. Il y a plusieurs scénarios qui pourront être plausibles. De nouvelles émeutes comme en 2005 peut-être?
Ça dépend en fait de comment on va gérer la situation. S'il y a simplement une approche sécuritaire pure, je crains qu'on va justement servir à bâtir un modèle de conflit qui va être néfaste pour tout le monde. De toute façon, nous, on sait ce qu'on va essayer. Nous, on va essayer de bâtir un mouvement des citoyens inclusif qui dépasse les clivages ethniques et qui va essayer de protester les politiques de ce que nous on considère comme brise de la solidarité sociale, de la solidarité des citoyens qui sont menées par la plupart des partis politiques, inclus des partis qui se disent de gauche. Oui. Et pour cela, on ne va pas le faire d'une façon dogmatique, ce n'est pas un mouvement qui se proclame des grandes idéologies, mais quand même qui essaie de rassembler une certaine dissidence, une certaine résistance, et qui essaie de traduire ça d'une façon assertive et d'une façon non complexée. Et je crois que c'est justement ça qui parfois manque comme alternative à beaucoup des jeunes, mais aussi pas seulement des jeunes, beaucoup de monde. En fait, quand on en a parlé la dernière fois, vous m'avez raconté que vous travaillez même ensemble avec la minorité congolaise, si je peux le dire, pour faire une place Patrice Lumumba. Peut-être on devra en reparler aussi, parce que vous êtes dans un cas contre en fait le rôle de la Belgique dans l'assassinat de l'avocat de la famille Lumumba, et donc on essaie de refaire un procès pour que l'assassinat politique et le projet criminel de l'État belge de l'époque soient jugés comme crime de guerre imprescriptible. Donc l'enquête est en cours. Ce qui est intéressant, qu'avec l'immigration est rendu possible en fait le travail de mémoire des sociétés de l'Europe de l'Ouest, on a presque l'impression. Et j'ai là la dernière question en fait à vous, Monsieur Keppel. On en a déjà parlé, mais dans une de vos entrevues récentes, je l'ai déjà dit, vous avez dit que le futur de l'islamisme se décidera en Europe, en fait. Et je me suis demandé qu'est-ce que vous voulez dire à travers ça, parce qu'on avait normalement, comme Européens de l'Ouest, on a plutôt l'impression d'être la victime de l'islamisme. Non, ce n'était pas de l'islamisme, c'était de l'islam. C'est-à-dire que, pas forcément l'ensemble de son futur, mais l'Europe occidentale est aujourd'hui un lieu où la porosité entre la culture musulmane héritée, retranscrite, réinterprétée, etc., et la mondialisation dans son cœur occidental sont en interaction permanente, si vous voulez. Vous voyez ? Ce qui se produit dans les banlieues populaires françaises, belges, allemandes, néerlandaises, ce que vous voulez, italiennes et autres, est une sorte de passage à la limite de ce qui se produit ailleurs. Et il n'est pas étonnant du reste qu'il y ait cette espèce de mélange. Les révolutions arabes ont contribué à abolir ces frontières symboliques entre ce qui était le monde de l'islam, dans ces frontières héritées, fermées, venant des anciens États issus de l'indépendance, et l'immigration. Il y a des phénomènes permanents, et les djihadistes belges et français, d'une certaine façon, qui partent, qui nous semblent tellement monstrueux, tellement limites dans leur fonctionnement, sont, d'une certaine façon, l'expression la plus extrême, la plus radicalisée, de quelque chose qui est déjà là, de flux qui sont déjà existants, vous voyez. Et c'est ça qui, quand je parlais tout à l'heure du fait que 89% des électeurs qui se déclarent musulmans, il faut bien peser tous les mots, voter pour François Hollande, vous avez en même temps la permanence d'une revendication à caractère social et le sentiment d'appartenance à une classe sociale. On vote en fonction de l'appartenance à la classe sociale beaucoup plus. Par exemple, parmi les ouvriers français en général, le candidat pour lequel les ouvriers français votent en premier, c'est Marine Le Pen aujourd'hui. Mais pas ceux qui se disent musulmans. Ils votent je ne sais combien pourcents, encore plus, moins que les autres, pour François Hollande. Et cette espèce de brassage est aujourd'hui permanent. Et les frontières ont très largement sauté à cause de l'Internet, à cause... Le 11 septembre était déjà ça, si vous voulez. Pour le rendre en fait plus simple peut-être, c'est-à-dire les actions des djihadistes au Moyen-Orient cherchent un écho en Europe, et si l'écho ne vient pas,
rien ne se passera. Oui, parce que justement, leur défaite en Europe est un enjeu fondamental. Oui. Puisque c'est là que leur inanité va se montrer. Le 11 septembre, en fait, c'est la réaction à un échec, si vous voulez. Pendant les années 1990, après la guerre civile en Algérie, la guerre civile en Égypte, la guerre civile en Bosnie ou en Tchétchénie, qui ont toutes échoué. Les régimes ont réussi à briser ces mouvements. Zawahiri, qui est aujourd'hui le patron d'Al-Qaïda, qui était le Souslof ou le Goebbels d'Al-Qaïda, qui était l'intellectuel. Ben Laden n'était pas un type qui pensait, qui n'était pas l'idéologue, c'était Zawahiri, qui est maintenant aussi le chef, c'est le Lénine, si vous voulez, du système. Donc Zawahiri explique dans un livre qu'il a publié peu avant, qui s'appelle Cavalier sous la bannière du prophète, Forsan Tahtarayat al-Nabi, que, au fond, ce qu'il faut, c'est mener cette guerre symboliquement en Occident sur les lieux, pour frapper l'Occident en le cœur de sa puissance, d'où le choix des tours jumelles, du Pentagone, du Capitole, si le 4e avion ne s'était pas écrasé, de manière à ce que les masses musulmanes n'aient plus peur. Et à partir du moment où elles n'ont plus peur, la voie sera ouverte. Mais la chose importante, c'est que, en fait, l'écho dans la communauté musulmane de l'Europe, des États-Unis, il n'y a pas eu un écho, disons, favorable à ça. Et je crois là, on doit raccourcir un peu. On devient à ma dernière question, parce que en fait, dans les rencontres berlinoises, c'est toujours l'avocat qui a le dernier mot, comme dans la justice, en fait, à force. Qui est le procureur ici Et je me demande, en fait, quel est le futur du djihad, au fait, des djihadistes. Parce qu'on a parlé du mouvement socialiste, du mouvement communiste des années 70, par exemple le terrorisme de la gauche, qui a aussi attendu un écho des grandes masses populaires, étant maoïste. Il voulait avoir un soulèvement total. Ça ne s'est pas passé, en fait. Et la RAF, elle a disparu un peu. On pourrait vraiment dire, il en fait quelques attentats encore dans les années 80, et puis ils ont disparu. Qu'est-ce qui va se passer avec les djihadistes aujourd'hui? Oui, mais je ne suis pas Nostradamus, donc je ne sais pas répondre à cette question et faire de la projection, mais par rapport à ce que vous venez de dire, en effet, il y a un élément qui est important, je pense, c'est cet écho qui est attendu par rapport au 11 septembre, par rapport aux attentats qui sont réalisés en Europe chez nous. Est-ce que cet écho va arriver? Est-ce que les masses musulmanes vont se soulever comme dans les années 40, 50, 60, 70, les actions, je dirais, de terrorisme d'extrême gauche souhaitaient que les masses se soulèvent pour pouvoir, je dirais, amener à la révolution, amener à cet idéal politique qui était la dictature du prolétariat. Ici, on a un idéal politique salafiste qui est de dire, voilà, c'est l'égalité, hein, on reproduit la même société que ce que le prophète avait fait dans son désert. Est-ce que les masses vont s'activer demain? Je pense que non. Je pense que, en tout cas, en Europe, c'est lié à des questions simplement de confort personnel, de confort individuel, où, je dirais, l'immigration, même s'il y a des difficultés d'intégration, je pense qu'il y a beaucoup de résultats qui sont tout à fait positifs par rapport à nos nouvelles sociétés, je dirais, démocratiques, occidentales, multiculturel, multiconfessionnel, où il y a un modèle qui se met en place, qui est un modèle qui à mon avis, et c'est la seule chose que l'on peut opposer, c'est un modèle politique qui soit viable et qui respecte ces principes justement qui sont recherchés d'égalité, de démocratie. Et c'est ça qu'on essaie de faire, je pense, chacun à notre niveau dans nos travaux. Un très beau dernier mot. Merci, Monsieur Marchand, merci, Monsieur Keppel, et merci, Monsieur Aboujaja, d'être venu ce soir à Berlin. Et merci aussi, Monsieur Atiyah, d'être venu aussi. Et il y aura la possibilité de parler encore avec nos invités dans un petit apéro après. La prochaine édition des rencontres berlinoises aura lieu ici même le 22 mars 2014 et portera le titre « La guerre civile, Bürgerkrieg », alors ça sera en allemand, avec comme aujourd'hui le support du Sénat de Berlin et le théâtre Sophiensäle.